On continue donc sur la compréhension des données. Pour cela, allez, on va commencer à coder ce qu'on appelle l'étape de EDA, donc Exploratory Data Analysis. Ou bien, c'est-à-dire pendant cette étape, on se propose d'appliquer la statistique descriptive pour comprendre les données collectées. Voilà. Donc, je vais prendre le fichier EuroUSD candlestick 10 minutes ask entre le 29 octobre 2020 et le 29 octobre 2023 avec une granularité de 10 minutes. Allez, donc tout d'abord, donc là on va chargement des modules Python. Donc en fait tout d'abord je vais commencer ok, laissez-moi là en fait vous agrandir un peu tout ça. Donc je vais charger file panel data pandas et bien évidemment matplotlib. Voilà. Je suis un peu enrhumé ce soir. Donc, puisqu'il s'agit en fait de fichiers CSV, enfin separator value. Allez. Donc, je vais utiliser read CSV. Donc, USD, tabulation. Puis on va prendre, allez, on va prendre le bit. Donc en fait, voilà, je viens de charger ce fichier. Donc je vais l'envoyer en fait dans DF data frame. Bon, je ferme ça. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça veut dire réaliser une analyse descriptive ou bien l'exploratory data analysis? L'idée ici, c'est d'appliquer la statistique descriptive. Donc, on va traçage des histogrammes, on va tracer les histogrammes des différentes variables. On voit aussi pourquoi des plots, enfin des graphes variables en fonction du temps, par exemple. En fait, pourquoi on a besoin de regarder les histogrammes? Car avec les histogrammes, parce que là, en fait, on commence à partir des données, on est en statistique, et on veut partir vers la probabilité, vers les mathématiques. Donc, en traçant des histogrammes, l'idée derrière, c'est de déterminer les distributions de probabilité. Les distributions de probabilité des différentes colonnes, bien sûr numériques, bien qualitatives. Quand, par exemple, on va dire, tiens, cette colonne suit une loi gaussienne. Cette colonne suit une loi de Laplace. Cet histogramme suit une loi gaussienne. Après, on regarde avec les yeux. Après, on peut appliquer un test d'hypothèse statistique pour dire, par exemple, le test de Jacques-Bira. On va dire, tiens, cette variable suit une loi binomiale, ou bien une loi de Bernoulli, et ainsi de suite. Donc, la statistique descriptive permet de décrire, c'est descriptif. Donc, on va décrire les différentes colonnes
Donc, avec des plots, avec des histogrammes, avec des graphes, c'est-à-dire on va tracer les, on va croiser les variables entre elles. Voilà. Donc là, c'est un D. Bon, mon clavier est QWERTY, hein. J'essaie d'écrire en français avec des accents. Donc là, c'est 2D. En fait, on peut aussi calculer quelques estimateurs statistiques simples ou compliqués, comme bien évidemment la valeur moyenne, l'écart type, variance pour étudier la variabilité pour caractériser la variabilité de ces variables aléatoires. On peut regarder aussi le skewness, le moment d'ordre 3, le kurtosis, et ainsi de suite. Les quartiles, allez, la médiane, les quartiles, Q1, Q3, donc 25%, 75%, les déciles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc pendant cette statique, pendant en fait ce IDA, cette étape d'Exploratory Data Analysis, on essaye de comprendre les variables, leur distribution, leur histogramme, les graphes, les corrélations, les estimateurs statistiques simples ou compliqués, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Après, à un moment donné, on faisait ça à la main, en écrivant du code. Maintenant, avec l'avènement du... Bon, on va appeler ce Jupyter Notebook analyse, ou bien, allez, data analysis. Voilà. Donc, avant, on faisait ça à la main, en écrivant beaucoup de code. Maintenant, avec l'AutoML, on peut en fait utiliser un module d'auto-IDA, donc avec 2 lignes de code, on peut obtenir en fait un rapport complet qui va nous faciliter et réaliser en fait tous ces graphes automatiquement. Et calculer ces estimateurs aussi automatiquement, chercher les points aberrants, c'est-à-dire les anomalies, tout ça avec 2 lignes de code en fait, avec l'auto-IDA, ce qu'on appelle l'auto-ML, puisqu'on est en train de faire de l'IDA, donc c'est de l'auto-IDA. Je veux vous citer quelques modules. Ok, maintenant, laissez-moi quand même. Allez, on va commencer en fait à regarder ce data frame. Donc, allez, je vais afficher les 5 premières lignes, idf.head. Donc, nous avons une colonne GMT time. Nous avons une colonne open. Donc, en fait, nous avons des bougies de 10 minutes. Donc, laissez-moi quand même candlestick, Japanese candlestick. Voilà. Ok, donc ça c'est voilà, ça c'est une bougie, ça c'est une bougie. Hein. Donc le low, allez, le open, ça c'est-à-dire, imaginons la bougie a commencé ici à ce niveau, à ce prix-là. Voilà, 1,1748. Le 1 pips, donc 10 puissance moins 4, c'est le chiffre 8. Hein. Puis, pendant 10 minutes, il y avait des hauts, enfin le prix en fait a monté, il a baissé et tout. Donc il a touché quelque part le low.
ce prix-là, 1,1743, donc 5 pips, ouais, 5 pips, à peu près 5 pips. Puis, il a atteint en fait cette valeur maximale high. Donc voilà, on est en fait à 1,750, 17,50. Donc il y a 2 pips par rapport à Open. Et à la fin en fait de cette durée de 10 minutes, on atteint, en fait c'est une bougie là. En fait, nous sommes sur une bougie haussière, voilà, haussière. Donc, voilà, donc le close il est là. Et voilà, donc en fait, la bougie ferme à ce prix, 17,50. Voilà comment en fait on interprète cette bougie. Donc c'est une bougie en fait de 10 minutes, enfin qui a duré 10 minutes en 2020. Et pendant ces 10 minutes, il y avait un échange de 6 612 millions de dollars. Oui, 6 milliards de dollars américains. 6 millions, ouais, 6 millions, pardon, 6 612 millions de dollars américains. En fait, bon, 6 milliards de dollars, c'est un chiffre astronomique, mais si vous allez revenir en fait à mes vidéos, là où j'introduis le marché de devises étrangères, de Forex, la statistique ou les sites officiels expliquent que pendant 24 heures, on peut attendre l'échange de 6 000 milliards, voilà, 6 trillions, 6 000 milliards de dollars américains. Donc là, on est en fait à 6. Pendant 10 minutes, on est à 6 milliards de dollars. Comment en fait on a récupéré ce volume réel? Bien évidemment, en fait, en utilisant ce site-là. Et je viens d'expliquer que cette histoire par rapport au volume, c'est très important. En fait, là, peut-être vous allez me dire, mais pourquoi je parle beaucoup en fait de volume? Le volume, en fait, c'est les transactions. Qui dit volume dit transaction. Le volume contient une information très, 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 très importante. Donc, le volume cache en fait une information hyper importante par rapport au prix. Ce qui fait la distinction entre les marchés centralisés et les marchés décentralisés. Bref. Ok, allez, bon, je vais afficher 3 lignes, enfin uniquement les 3 lignes, les premières 3 lignes là. Je vais afficher les dernières 3 lignes. Hein. Voilà, donc au total, on peut compter 75 539 lignes, enfin observations. Là, on est en 2023. Hein. Moi, j'ai récupéré ces données depuis un mois, hein, c'est-à-dire l'époque où j'ai donné en fait les séances de travaux pratiques à l'école polytechnique. Allez, en fait, j'aime bien cette commande, donc DF Info, qui peut nous offrir beaucoup d'informations. Donc DF, c'est un objet en fait de la classe Pandas Core Frame Data Frame, des majuscules. Il y a 75 539 lignes, 6 colonnes. La colonne date, en fait, c'est objet. Alors, il y a un traitement quand même particulier hein, pour la date. Hein. Il faut faire attention. Je vais vous montrer comment réaliser ce traitement après. Les colonnes Open, High, Low, Close, Volume, ce sont de type Float 64, ça va. Et ce fichier, ou bien ce data frame, utilise 3,5 mégaoctets.
Bon, est-ce que, c'est-à-dire dans la mémoire vive. Bon, j'essaierai de vous montrer la taille du fichier sur le disque dur. Sur le disque dur, donc c'est bid, DM bid. Ouais. Sur le disque dur, c'est voilà. Sur le disque dur, c'est à peu près 5 mégas. Bon, après, en fait, c'est pas, c'est-à-dire un fichier très très volumineux. Donc, on sait bien que Panel Data, Pandas, en fait, ce module fonctionne in memory. Donc, avec le mécanisme de garbage collector et tout, euh, c'est-à-dire un fichier de 500 mégas, quand on va l'ouvrir avec Pandas, ça va passer en fait à 1 giga, va peut-être se multiplier par 2, ou bien par 3. Bon, là en fait, on ne peut pas juger car 5 mégas, c'est pas beaucoup. Ok, très bien. Allez, donc on va en fait tracer quelques histogrammes. Donc je fais df.hist et voilà, tiens. Donc on obtient en fait 5 histogrammes. Bien évidemment, en fait, la première colonne GMT time, c'est objet, donc euh, ça ne sert pas à grand chose de tracer l'histogramme de cette colonne. Bon, on voit que c'est très compact, on voit pas grand chose. Donc je vais agrandir un peu. Big size 20-10. Oui, là c'est mieux. Donc nous avons l'histogramme de open, high, low, close et volume. Bon, le volume il est toujours positif. Maintenant, en fait, je vous donne une astuce qui permet d'améliorer la visualisation de ces histogrammes en fait, avec bins égale à 100. En fait, c'est comme dans le cas d'un oscilloscope, c'est-à-dire ça permet, c'est-à-dire quand, allez, je vais mettre 2. Voilà, donc je vais représenter l'information, ou bien projeter l'information uniquement en 2 bins sur 2 intervalles. Si je mets 10, on passe à 10 intervalles, donc par défaut. Enfin, nous avons à peu près 75 000 observations, donc j'ai le droit de mettre 100. Voilà, donc là, je vais mettre 100. Et ce qu'on remarque, on remarque en fait que ces variables sont très très loin d'une distribution gaussienne. C'est-à-dire le prix, la cotation de l'euro-dollar s'éloigne d'une distribution gaussienne. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que les gens ont toujours peur d'appliquer des modèles mathématiques dont les conditions d'application exigent que les colonnes, les features, les variables soient gaussiennes. Ok, bon, on ne va pas s'arrêter là, hein, car on continue par exemple à voir par rapport au volume que il y a en fait là un bin qui contient beaucoup d'observations, 30 000, et qui est en train d'écraser les autres bins. En plus, là, la distribution du volume, c'est-à-dire moi je soupçonne qu'elle a en fait une queue lourde. Donc, question, comment on fait pour
pour voir en fait cette queue, c'est-à-dire cette distribution à queue lourde. Pareil là, par exemple, par rapport au Open, il y a des prix qui sont très loin. Ok. Donc là, l'astuce, ok, je vous zoome. Donc là, je viens de vous montrer fix size 20-10, bins égale à 100. En fait, là, on fait log est égal à true. Pardon, log égale à true. On applique en fait là une échelle logarithmique uniquement sur un seul axe, donc l'axe des Y, donc c'est une échelle semi-logarithmique, et voilà. Donc là, on voit en fait la queue lourde du volume, bon, c'est pas du tout gaussienne, hein. Pareil pour les autres variables. Voilà. Donc, sincèrement, je vous conseille en fait après, si on veut appliquer en fait, c'est-à-dire travailler dans un plan log-log, il faut appliquer la fonction log. La fonction log décimale sur l'axe des x, donc on peut utiliser NumPy. Bon, je ne vais pas faire ça. Juste faites attention à là, bon, pour le prix, aucun souci, hein, car il est différent de 0. Par contre, pour le volume, attention, on risque en fait d'avoir des valeurs infinies. Log de 0 également infini. Allez, donc là j'ai fini avec les histogrammes. Bon. Donc je vais commenter ça. Je vais mettre false. Je lance. Voilà, on comprend que voilà, la distribution du cours de l'euro-dollar n'est pas gaussienne. Non plus pour le volume. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser PD plotting.scattermatrix et fix size, allez, on va dire, enfin, tiens, 20-10. En fait, on va essayer de tracer un scatter matrix. Bon, c'est une matrice, voilà, voilà. Très bien, très bien. Bon, je dois diminuer ça. Donc, avec cette commande, on va obtenir en fait les histogrammes. Bon, mais on a obtenu déjà les histogrammes juste avant, mais on va aussi obtenir tous les graphes croisés. Donc, open en fonction de high, open en fonction de low, open en fonction de close, open en fonction du volume. Bon, la chose frappante là, c'est que high et open, high et low sont corrélés. Bon, il y a quand même une corrélation très très marquante, très très puissante. Voilà à quoi ça sert, c'est-à-dire la statistique descriptive. Donc là, en fait, on essaie de réfléchir. Donc, par exemple, là, le open et le high, en fait, sont corrélés. Donc, on va dire, tiens, comme première hypothèse, la colonne open et la colonne high contiennent la même information, presque, je dis bien presque. Donc, au lieu de travailler avec high, on va travailler avec open. Et puisque open et low c'est pareil, donc on va travailler avec open. Puisque open et close c'est pareil, on va travailler avec close. Donc finalement, on peut dire tiens, au lieu de garder les 3 autres prix, on va garder juste les 4 prix, on va garder uniquement une seule colonne close, et on va quand même garder beaucoup d'informations. Bon,
On continue en fait à vérifier. Donc, je vais en fait quand même calculer, c'est-à-dire une corrélation linéaire de Pearson, donc df.core. On voit bien que on est à un niveau de 99,99% de corrélation. Ben, c'est énorme, hein, c'est énorme. Pour représenter, par exemple, on peut représenter cette matrice avec des couleurs. Voilà. PLT color bar. Voilà. C'est presque. Bon, c'est pas très clair là, mais après, je veux vous montrer quand même que malgré que le high, par exemple, et le low sont presque corrélés, 0,999966, c'est-à-dire en faisant juste high moins low, on va sortir un feature, une colonne, on va appeler ça volatilité empirique ou bien un range, et que ce feature-là, c'est-à-dire c'est du feature extraction, c'est du data engineering, possède en fait des caractéristiques statistiques très remarquantes. Donc le close, par exemple, n'est pas stationnaire. Enfin, c'est clair, c'est connu. Plus on parle en fait de l'euro-dollar, hein, c'est-à-dire on travaille sur une série temporelle très compliquée. Tout le monde sait que l'euro-dollar en fait n'est pas du tout stationnaire, mais en appliquant en fait quelques transformations mathématiques simples, après on peut en fait aussi faire des transformations mathématiques compliquées. Par exemple, en faisant high moins low, on va obtenir un feature qui possède des caractéristiques importantes et intéressantes. Ok, donc je continue là. Enfin, par exemple, je fais des scribes et on obtient les estimateurs statistiques que je viens d'évoquer, quelques estimateurs statistiques, comme la valeur moyenne, l'écart type, la valeur minimale, la valeur maximale, la médiane, et voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, voilà, traçage des graphes en fonction du temps. Donc, tout simplement, en fait, là, voilà, on va prendre par exemple, bon, laissez-moi en fait vous montrer comment on récupère les colonnes. Voilà les colonnes. J'ai un petit time, open, high, low, close, le volume. Je vais quand même, probablement c'est plus simple comme ça. Voilà, et je fais plot. Plot. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal, hein. Les valeurs sont presque superposées. Allez, je vais agrandir quand même un peu. Fix size. Fix size, on va dire, tiens, est-ce que ça marche comme ça? Non. Oui, c'est mieux. Allez, je mets plt.grid. J'ajoute en fait une grille. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, c'est-à-dire le close là, enfin la dernière série temporelle est en train presque d'écraser les autres. Voilà. Bon, c'est quoi la solution en fait Voilà, la solution là consiste. Bon, je vais quand même tracer
les, les 10 000 derniers points. Est-ce qu'en faisant ça... Non, pas comme ça. Allez, je vais faire ça plutôt. Bon, je vais quand même encore zoomer sans, c'est bien. Voilà, voilà. Là, je suis en train de tracer les 199, 100 derniers points. Bien sûr, fois 10 minutes. Je n'ai pas encore, en fait, je pas encore travaillé la colonne data. Voilà, juste, je suis en train de représenter les autres colonnes en bas. En fait, ce sont des valeurs, ce sont des indices, ne sont pas temporels. Donc, on voit quand même que c'est pas superposé, hein, c'est pas trop superposé. Donc, le high, c'est en orangé, en orange, orangé. Le low, c'est en vert. Il y a quand même en fait un écart. Et cet écart, high moins low, est intéressant. C'est ça la chose qui a. C'est-à-dire, ce que je veux vous montrer via ce projet, c'est que il suffit en fait d'appliquer une formule mathématique bien déterminée qui montre une certaine compréhension métier, du domaine métier. Donc on va extraire un feature. Ce feature-là, il est intéressant. En fait, donc, il va permettre d'aider l'algorithme à faire la prédiction sur le feature initial, par exemple le close qui n'est pas stationnaire. Voilà. Après, bien évidemment, cette prédiction n'est pas 100% correcte, mais on peut en fait avoir des niveaux avancés. Bon, on verra ça dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Voilà, donc laissez-moi quand même là. Donc je vais commenter ça. Je reviens en fait au 1000. Maintenant, en question, comment on fait en fait si on veut zoomer et tracer correctement. Bon, ça c'est beaucoup. Bon, allez, je vais mettre plutôt 12. 12. Ah non, je vais mettre là 8 et là je vais mettre 20. 8 c'est beaucoup, 5, si je mets 5. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est une très belle série temporelle. Ok. Donc, le but en fait là, c'est de travailler sur le close, puisque le close en fait contient presque la même information dans le low, la même information dans le high, la même information que l'information dans le prix d'ouverture de chaque bougie. Allez, maintenant, enfin, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, maintenant, oui, comment on peut étudier, bien automatiser l'IDA avec le nouveau concept. Bon, en 2023, c'est pas nouveau. Hein. Le concept, en fait, a commencé presque en 2020, mais bon, le nouveau concept d'auto-ML. Bon, laissez-moi quand même vous montrer ça. Parce que, oui. Allez, bon, je vais vous montrer en fait ce Jupyter Notebook. Voilà, en fait, pour l'auto-ML, il existe plusieurs modules. Bon, allez, je vais en fait copier tout ça. C'est plus simple pour moi. Okay. Et je vais coller ça ici. Voilà, pour l'auto-ML, là, il existe plusieurs modules comme SuiteViz,
comme Pandas Profiling, comme DataPrep, qui fonctionne en Pandas et aussi en Dask. Donc, on peut aller même jusqu'aux 40-50 gigaoctets de données. Dask, Data Framework, AutoVis. Il y a aussi Tail, Double, QuickDA et Lux. La chose intéressante en fait avec ces modules, c'est que là, en 3 lignes de code, c'est-à-dire on importe le module SuiteVis, par exemple, on met df à l'intérieur de la méthode ou bien de la fonction analyze, sv.analyze, et on va créer un rapport HTML complet, mais vraiment complet, qui contient plein d'informations, et tout ça avec 3 lignes de code. Donc c'est de l'auto-IDA. Et c'est très intéressant. Donc ça nous épargne. Alors là, avec IDA DataPrep, la création du rapport est 100% automatique avec 2 lignes de code. Et la chose vraiment, il y a un gain énorme, un gain temporel énorme, spécialement si les fichiers font des centaines de mégaoctets, par exemple 5 gigaoctets. Déjà là, depuis tout à l'heure, regardez combien de lignes de code en fait euh, implémentées pour avoir ces informations. Là, bon, moi je suis en train en fait de vous expliquer toutes ces notions calmement. C'est que vous êtes en train de suivre, de réécrire ces commandes. Après, si vous n'avez pas envie en fait de perdre votre temps et d'avoir et d'automatiser l'EDA, et ben utiliser ces modules. Bon, après, je vous conseille, par exemple pour Pandas Profiling, je vous conseille en fait de créer un environnement propre, un environnement virtuel propre. Python -m v1 par exemple, v1 Virtual Environment, et installer pip install Pandas Profiling, installer Pandas Profiling proprement dans cet environnement virtuel pour que il n'y aura pas en fait de conflit entre les versions de Pandas. Là, Python, en fait, on atteint sa limite et c'est un peu désagréable en fait de travailler avec plusieurs versions. Donc, je vous conseille par exemple pour ces modules d'auto-IDA d'installer chaque module dans un environnement virtuel propre et de travailler. De toute manière, c'est un gain énorme, un gain opérationnel énorme. Vous allez voir ça. Donc, ça vaut le coup en fait de créer un environnement virtuel pour chaque module. Voilà. Donc ça c'était par rapport en fait à l'auto-IDA. C'est un sous-concept de l'AutoML. C'est du low-code, hein, c'est-à-dire comment le nouveau data scientist, le data scientist actuel, afin de réaliser plusieurs tâches, il n'a pas besoin en fait de coder beaucoup. Il peut coder efficacement. Il utilise en fait des outils, ce qu'on appelle du low-code. Maintenant, si on veut, par exemple, en fait, vraiment zoomer sur ces graphes, bien évidemment, Matplotlib ne permet pas d'avoir de zoomer. Voilà pourquoi il existe en fait Plotly. Plotly allez, on va écrire Plotly Python et time series, hein.
Voilà. Le module Plotly Python, avec aussi quelques lignes de code, permet en fait d'avoir des graphes plus dynamiques. Par exemple, là, c'est l'action, c'est l'évolution de l'action de Google en fonction du temps. Et voilà, on peut zoomer, c'est génial, hein, c'est-à-dire, c'est mieux que Matplotlib. Personnellement, j'utilise Plotly beaucoup. Autre chose, avec Plotly, on peut connecter Plotly au framework Dash Plotly. Dash, c'est un framework basé sur Flask et qui permet d'avoir ces... bon, là, c'est un drop-down menu, donc avec en fait un callback, on peut développer des sites web hein, avec Dash Plotly en utilisant Python. Donc voilà, c'est très joli, hein, et c'est très professionnel. C'est très utilisé pour représenter des séries temporelles. Et voilà le code, hein, c'est-à-dire on porte plotly.express as px, df px.datastocks dans ce cas-là, et px.line, df on met le data frame, x c'est la date, y c'est les différentes colonnes, et puis fig update x-ax dtic m1, fig.show, ça donne ça. Je suis en fait à la recherche de notre représentation graphique qui utilise les bougies, les candlesticks. Ce que je peux trouver. Voilà, là par exemple, si on met fig.update x-axis range slider visible equal à true, on peut en fait zoomer horizontalement. Voilà, il y a une différence. C'est-à-dire, si on peut zoomer comme ça, et si on ajoute en fait cette ligne de code, range slider visible equal à true, on va zoomer uniquement horizontalement. Voilà. C'est une manière de voir les choses. Il y a des gens qui aiment ça. Je pense pas là. Attendez. Après, si je viens ici, je mets JavaScript. Ah non. Si je mets JavaScript, script. Tiens. C'est-à-dire, au lieu de Python, là, on va mettre, si je mets Python, en fait, je reviens à la page qui contient le code en Python et les différents graphes. Et là même, on fait c'est dash plotly. Si je mets JavaScript, on obtient en fait la même page, mais avec des codes en JavaScript. Donc c'est un module qui fonctionne aussi en JavaScript et qui permet d'inclure des graphes et des courbes, c'est-à-dire dans des frameworks comme Angular, comme React. Voilà, ce sont des financial charts. Voilà, candlestick, moi je cherche ça, j'étais en train de chercher ça. Donc, si on veut en fait tracer, représenter les prix sous ce format financier, donc on va utiliser des candlesticks. Donc là, candlestick chart, je vais mettre Python, Python, et j'obtiens ces candlesticks. Voilà. C'est plus professionnel. Donc en fait, les traders ne regardent pas le marché comme ça. Voilà, comme ça. Mais plutôt regardent plutôt en fait les bougies. On peut changer des couleurs avec quelques lignes de code là, c'est-à-dire on charge les données. Et fig égale à go.figure, importe plotly.graph object as go. Voilà.
Et quand on met la souris sur une bougie, on hover, c'est un effet hover en anglais, on obtient le up, le high, le low et le close automatiquement et même la date. Ça, c'est important. C'est important d'avoir en fait. Donc, Plotly. Moi personnellement, je vous conseille d'utiliser Plotly. Allez, attendez, je suis ici. Attends. En bas, je vais mettre utilisation du module Plotly. Et voilà. C'est quoi ça? Pourquoi? Ah, 150%, je vais mettre ça à 100%. Pourquoi il m'affiche ça comme ça? En fait, il a écrasé. Regardez ça. Bon. Je vais supprimer. Je répète. Non. Bon, je suis en train de zoomer là. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, bon, je reviens là. Regardez. Bon, puisque car j'ai écrasé mon dief. Attendez. Qu'est-ce que. Mais go.candlestick X. On n'a pas besoin de ce X là. df.columns. On va voir ça. Donc là c'est open, là c'est high, là c'est low, là c'est close. Je lance. Oui. Ah, pardon. Il a raison. En fait, il faut que je supprime. Voilà. Je dois supprimer cette ligne-là. Ouais, il y a 75 000. Oui, il a raison. Oui. Oui, bon, déjà, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il m'affiche. Attendez. Bon, je pense que j'ai un souci là avec. J'ai un souci avec Plotly, hein.
Je comprends pas pourquoi il n'affiche pas correctement. Bon, allez, en fait, on va essayer. Bon, c'était en fait. Non, c'était pas une bonne idée là. On va mettre Go. Je viens ici. Je lance. Bon, là, c'est carrément, c'est une application web. Euh, euh, Attendez, je répète là. Bon, ça tourne, hein, aucun souci. Oui, oui, je pense que j'ai un souci avec Plotly là. Bon, bref. Et, bah, bon, pourquoi allez, bon, je réglerai ce problème plus tard, en fait, dans une autre vidéo. Donc, je disais que cette étape, en fait, de statistique descriptive est très importante, qui va permettre de voir les histogrammes, donc de comprendre les distributions, pour confirmer, ou bien pour confirmer l'utilisation de certains modèles mathématiques, comme la régression linéaire, la régression multilinéaire, tracer des graphes, variable numéro 1 en fonction de variable numéro 2, enfin des graphes croisés, ou bien regarder l'évolution de ces variables en fonction du temps, donc série temporelle. Et enfin, calculer quelques estimateurs statistiques et essayer de sortir quelques interprétations. Donc là, la chose en fait la plus frappante, aucune variable ne suit une loi gaussienne, hein, ça c'est clair et net. Bon, c'était quand même attendu. Et les quatre prix, open, low, high, close, sont presque corrélés. Donc il suffit de travailler avec le close. Mais attention, ce résultat n'empêche que on peut en fait dire quand même, quand je dis les variables sont presque corrélées, ça veut dire que le high et le low, c'est pas 1. La corrélation, c'est pas 1, c'est 9, 9, 9, 9, 4, 9, 4, 9, 6. Donc, quatrième chiffre, c'est 9, après cinquième chiffre, c'est 6. Donc, en calculant en fait la différence entre high et low, on va sortir notre fiche. Bon, ça, c'est un exemple. Hein. C'est-à-dire RSI utilise une autre formule, ATR utilise une autre formule, ces indicateurs techniques, Bollinger-Bands aussi. Je vais vous montrer que ces features possèdent des propriétés statistiques très importantes. Donc, par exemple, on va appliquer l'hypothèse c'est-à-dire le test d'hypothèse statique de Key-Fuller sur le close. Je vais vous montrer que on va obtenir selon ce test-là, selon un seuil de probabilité, un seuil de significativité statistique, que le close n'est pas stationnaire. Par contre, on va voir ensemble que le high moins low il sera stationnaire.
et que le volume récupéré à partir de Gascopy, il est aussi stationnaire. Donc il y a des propriétés intéressantes, il y a des patterns. Quand on mélange ces patterns, ça permet en fait d'améliorer la force de prédiction de nos algorithmes. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, spécialement que j'ai un souci en fait avec Plotly. Je règle le problème avec Plotly. Je pense que là j'ai cherché sur internet dans l'autre écran. Je pense que il y a un problème de version. Il faut que je réinstalle Plotly et j'update mon Jupyter Notebook pour qu'il puisse afficher ces graphes dynamiques, hein, comme ça, par exemple. Et dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va commencer les choses intéressantes. C'est-à-dire, on va traiter la date, hein. C'est-à-dire, on va transformer la date. Puis, en fait, on va projeter le volume sur plusieurs axes. Et je vais vous montrer qu'il y a quand même, en fait, il y a un pattern. On va appliquer le test d'hypothèse statistique de Dickey-Fuller sur le volume, sur la volatilité empirique, donc high moins low, sur le close, d'accord? Et attendez, qu'est-ce que je dois vous montrer à ça? Bon, il y a plein de graphes, j'ai préparé beaucoup de choses là. Attendez. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, en fait, on va parler trend, tendance, donc tendance haussière, upward, tendance baissière, downward, tendance horizontale. Dans le jargon du forex, on dit range, c'est-à-dire le marché est en train de ranger. Donc, on doit parler saisonnalité, on va parler cyclicité. En fait, je vais discuter avec vous, ou bien, disons, on va tester cette fameuse hypothèse de market efficiency, d'efficacité du marché forex. C'est-à-dire, voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va étudier ensemble, on va regarder ensemble, on va tester avec des tests d'hypothèses statistiques si le marché il est vraiment efficient ou pas. Voilà. Donc merci pour votre intérêt en fait pour mes vidéos. N'hésitez pas de liker et inscrivez-vous, ça m'aide beaucoup, hein. Spécialement, il me manque à peu près 700 heures de visionnage pour que je puisse en fait passer à un autre palier par rapport à ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, à la prochaine vidéo.